Bonsoir et bienvenue à tous pour ce 11e webinaire organisé par Deuxième Avis, consacré aujourd'hui au cancer colorectal à l'occasion de Mars Bleu. Alors c'est le troisième cancer le plus fréquent chez l'homme après ceux de la prostate et du poumon, le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme après celui du sein. Une personne sur 30 sera touchée par un cancer colorectal au cours de sa vie. Cela concerne donc plus de 43 000 personnes en France, dont 55% d'hommes, 45% de femmes. Et il est encore responsable de plus de 17 000 décès par an, alors que dans 9 cas sur 10, il peut être guéri s'il est détecté tôt. C'est la raison pour laquelle c'est important de se mobiliser pour améliorer le dépistage de ce cancer. Alors, comment prévenir ces types de cancers? Comment les soigner? Pour nous éclairer aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir avec nous le professeur Quentin Denost et le docteur Jérôme Fayette. Bonjour à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Un grand merci d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Et je vais commencer avec une première question. Docteur Fayette, pouvez-vous nous dire ce qu'est un cancer colorectal? Quels organes sont touchés? Quels sont les différents types de cancers colorectaux? Alors, le cancer colorectal, c'est un cancer qui naît dans le gros intestin. Le gros intestin est composé de deux parties, le côlon et le rectum. Donc, le côlon, c'est la partie qui est à la fin de l'intestin grêle, et le rectum, c'est la fin du gros intestin qui va vers l'anus. Donc, c'est des tumeurs cancéreuses. La grande majorité des cancers colorectaux sont un type appelé l'adénocarcinome. On retrouve quelques autres types beaucoup plus rares, je ne suis pas sûr qu'on doit en parler ce soir, qui sont les carcinomes épidermoïdes qu'on peut retrouver au niveau du canal anal ou bien au niveau du rectum. Merci beaucoup. Et professeur Denost, alors quels sont les symptômes qui doivent alerter et comment poser un diagnostic? Alors, le premier symptôme qui doit faire suspecter, ou en tout cas qui doit amener à consulter rapidement, c'est le saignement. À partir du moment où vous avez des saignements, un patient a des saignements par l'anus ou pendant les exonérations, clairement, c'est un symptôme qui doit faire consulter. Souvent, on met ça sur le compte d'hémorroïdes et c'est l'histoire de tous les patients que l'on reçoit. On m'a traité pour des hémorroïdes et puis ça a duré 2, 3, 4 mois avant que, voyant que les traitements ne font pas effet, eh bien, on pousse les investigations un peu plus loin. Donc, le premier symptôme, c'est les saignements digestifs. C'est souvent du sang rouge, et c'est pas du sang digéré noir, qu'on appelle le méléna, que l'on peut avoir lorsqu'on a d'autres problèmes, d'autres localisations. Donc saignement, ensuite trouble du transit. Les patients rapportent lors des diagnostics des symptômes avec une alternance diarrhée, constipation, ballonnement. Et ces symptômes-là doivent également faire suspecter ou en tout cas amener à consulter, c'est-à-dire toute modification du transit. Et donc après, quand ces patients ont la modification du transit, alternance diarrhée, constipation, le sang dans les selles, bien entendu, il faut consulter et ce qui nous permet de diagnostiquer, c'est la coloscopie. Donc là, il faut consulter bien sûr le médecin traitant, mais ensuite on va être orienté vers un gastro-entérologue et c'est ce gastro-entérologue qui va réaliser la coloscopie totale. Donc on passe une caméra par les voies naturelles, par l'anus, passant par le rectum jusqu'au bout du côlon droit dans le cécum, de façon à investiguer l'ensemble du gros intestin et du rectum à la recherche d'une lésion qui peut expliquer ces saignements, qui peut expliquer ces troubles du transit. Dans des situations un peu plus avancées, les patients vont rapporter un amaigrissement, une altération de l'état général avec une anorexie. Mais très clairement, s'il y a un symptôme à retenir aujourd'hui, c'est sang dans les selles et troubles du transit. Tout de suite, consultez votre médecin traitant et éventuellement un gastro-entérologue sur avis de votre médecin traitant pour avoir une endoscopie du tube digestif. Merci beaucoup, c'est très clair. Alors, chimiothérapie, thérapie ciblée, radiothérapie. Docteur Fayette, quel traitement pour quelle localisation et pour quel type de cancer? Alors, les traitements,
tout dépend globalement si le traitement si la maladie est localisée ou si la maladie est métastatique. Les traitements dont on parle, chimiothérapie, thérapie ciblée, s'adressent quand même plus sur des maladies métastatiques dans un premier temps, et tout le dépistage dont on va parler après sert à diagnostiquer des maladies à un stade précoce, donc qui peuvent être traitées par la chirurgie, on va en parler après, et la chimiothérapie peut avoir un intérêt après la chirurgie pour diminuer le risque de récidive. C'est ce qu'on appelle la chimiothérapie adjuvante, qui dure de 3 à 6 mois. Ensuite, les thérapies ciblées sont des traitements qui s'adressent pour les maladies métastatiques. Aujourd'hui, une maladie métastatique, c'est pas la fin de tout. On peut, alors guérir, c'est toujours un mot qui est difficile à employer, mais on peut avoir des efficacités qui sont extrêmement durables sur des maladies métastatiques, avec des patients qui vivent très longtemps et dans de très bonnes conditions. Donc les thérapies ciblées, contrairement à la chimiothérapie, il faut le voir comme un poison pour la cellule cancéreuse, mais qui n'est pas très précis, c'est-à-dire que ça touche aussi bien les cellules saines que les cellules cancéreuses, d'où les effets secondaires qui peuvent être nombreux. Et les thérapies ciblées ciblent plus des anomalies spécifiques de la cellule cancéreuse et permettent d'augmenter l'efficacité, souvent avec des toxicités qui sont moins importantes. Alors, il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a pas de toxicité non plus, mais les thérapies ciblées améliorent clairement, ont augmenté l'efficacité. En ce qui concerne la radiothérapie, c'est un traitement qui est localisé, qui est utilisé beaucoup dans les cancers du rectum. Le professeur Denost en reparlera. Dans les cancers du rectum, l'abord chirurgical, le problème est la conservation du sphincter anal, hein, qui est très important, parce que sans sphincter anal, on est obligé d'avoir des stomies définitives, c'est-à-dire des poches. Et donc, pour éviter au maximum ces chirurgies qui sont mutilantes, on propose dans les tumeurs du rectum aujourd'hui de la chimiothérapie première, puis de la radiothérapie et enfin un geste chirurgical. Donc le traitement des cancers globalement associe ce qu'on appelle la chirurgie, la radiothérapie et les traitements systémiques. Et dans les traitements systémiques, on a la chimiothérapie et les thérapies ciblées, et ça dépend clairement de chaque cas, du stade de la maladie et aujourd'hui des anomalies moléculaires qui sont propres à chaque cancer. Merci beaucoup. C'est clair. Le professeur Denost, la chirurgie est-elle inévitable, hein, et quel est son rôle dans les situations métastatiques? Alors, il y a deux questions, et dans vos deux questions, il y a différentes situations. C'est très difficile de répondre en quelques mots à votre question, à vos deux questions, et j'ai l'habitude de dire aux patients, faire attention, chaque situation est particulière. Donc d'abord, dans votre question sur le cancer colorectal, est-ce que la chirurgie est inévitable? On va parler au sens large, en omettant la maladie métastatique, qui est la deuxième partie de votre question, et je vais revenir dessus après si vous voulez bien. Sur la pathologie, sur le cancer colorectal, il y a vraiment les deux localisations qu'il faut distinguer de façon grossière, le rectum et le côlon. Pourquoi? Parce que le côlon, très souvent, comme le docteur Fayette l'a dit, c'est d'abord une chirurgie et ensuite une chimiothérapie derrière s'il y a des ganglions dans le curage qui a été effectué. Alors que dans le rectum, au moins le bas et moyen rectum, c'est-à-dire en gros les 10 cm qu'il y a à partir de l'anus, et bien là, on a souvent, dans les recommandations en tout cas pour des stades un peu avancés, un traitement qu'on va appeler néoadjuvant, c'est un traitement avant la prise en charge chirurgicale, qui va consister soit en une radiochimiothérapie de 5 semaines, on fait des rayons et de la chimiothérapie en même temps, soit plus récemment une chimiothérapie première par voie intraveineuse, suivie d'une radiochimiothérapie. Et donc, la prise en charge chirurgicale est clairement différente entre les 10 derniers centimètres du rectum et puis le reste du cadre colique. Ça, c'est la première chose. La chirurgie, est-ce qu'elle peut être évitée dans ces cas-là? Si on parle du rectum, on va parler de la partie la plus distale. Si on parle du rectum, eh bien, il y a
la préservation sphinctérienne, qui est une question, mais là on parle déjà de chirurgie, est-ce qu'elle peut être évitée? Aujourd'hui, on parle de préservation d'organes, c'est-à-dire après traitement, on fait la chimio, plus ou moins la radiochimiothérapie, ou radiochimiothérapie plus ou moins chimiothérapie, un traitement médical, et on réévalue la réponse au traitement. Et il se trouve que pendant longtemps, on a continué à opérer de façon systématique, c'est-à-dire qu'on avait un cancer du rectum, on faisait le traitement, on faisait la chirurgie. Et sur les pièces opératoires, on pouvait avoir ce qu'on appelle des lésions stérilisées, c'est-à-dire il n'y a plus de cellules cancéreuses. Le problème de la chirurgie du rectum, c'est qu'il y a des complications post-opératoires qui ne sont pas négligeables, avec des infections, des abcès, parce qu'il y a des problèmes au niveau de l'étanchéité des sutures que l'on peut faire. On est obligé très souvent de passer par des stomies, des poches temporaires. Et donc, il y a une altération de la qualité de vie des patients, il y a un impact sur le résultat fonctionnel derrière, avec des patients qui ont une accélération du transit, des patients qui ont une fragmentation, c'est le fait d'aller plusieurs fois à la selle d'affilée, voire des incontinences. Et donc, la chirurgie du rectum a un impact beaucoup plus important sur la qualité de vie des patients et sur les complications post-opératoires que la chirurgie colique. Et donc, on a commencé à réfléchir en se disant, bah, si on a des pièces opératoires sur lesquelles on n'a plus de cellules, mais que de l'autre côté, on fait courir un risque en termes de complications post-opératoires, en termes de qualité de vie à nos patients, est-ce qu'on ne peut pas ne pas opérer les patients qui sont en réponse complète ou suspectés en réponse complète? Et donc, on a plusieurs, ce qu'on appelle les essais thérapeutiques, qui ont été conduits et qui montrent qu'aujourd'hui, chez des patients sélectionnés, attention, c'est pas tous les patients, et c'est pour ça que c'est important de le dire, surtout dans ce genre de webinar, c'est de dire chaque situation est un cas particulier. Mais aujourd'hui, en tout cas, dans le cancer du rectum, on doit être amené à considérer la préservation d'organes dans la stratégie proposée aux patients, chez des patients sélectionnés avec des réponses soit dites complètes, soit subcomplètes, c'est-à-dire presque complètes. En gros, il reste quelques cellules tumorales. Et là, on va pouvoir proposer soit une surveillance rapprochée, ce qu'on appelle le watch and wait dans la littérature, soit une exérèse locale, c'est-à-dire qu'on va aller, par les voies naturelles, enlever la cicatrice et puis ensuite surveiller. Mais là, ça implique une surveillance extrêmement rapprochée par des IRM rectales tous les 4 mois et associée à des scanners thoraco-abdominaux-pelviens pour s'assurer qu'il n'y ait pas de récidive locale ou à distance. Ça, c'est pour la partie du rectum. Pour le côlon, aujourd'hui, le standard, c'est de continuer à opérer. Malgré tout, il y a des publications et les patients souvent en ont entendu parler, ou en tout cas de plus en plus, de mutations où on sait que l'immunothérapie nous permet d'obtenir une réponse complète chez les patients opérés. Et donc se pose la question aujourd'hui de continuer à opérer ces patients. Clairement, aujourd'hui, on continue à le faire parce que c'est difficile d'évaluer une réponse. Mais et puis, si on ne le fait pas, il faut que ce soit dans une cohorte, dans un registre particulier. On ne peut pas se permettre de ne pas opérer des cancers du côlon après immunothérapie dans son coin tout seul comme ça. Donc, c'est important que les patients le sachent aussi, de façon à pouvoir faire en sorte que leurs données soient enregistrées. Donc, aujourd'hui, cancer du côlon, la chirurgie reste une indication première suivie d'une chimiothérapie signalisation ganglionnaire. Dans le cancer du rectum, on peut être amené à éviter s'il y a une réponse complète ou presque complète. Dans le cadre de la maladie métastatique, il faut faire attention parce qu'il y a, c'est pareil, deux types. Il y a la maladie métastatique, on va dire, de quelques métastases qui vont pas mettre en jeu le pronostic vital du patient. Et le patient va pouvoir vivre longtemps avec ces métastases sous chimiothérapie. Et ça, le docteur Fayette en parlera mieux que moi. Et moi, j'ai été amené à voir des patients qui ont des lésions pelviennes évoluées qui sont à l'origine d'une vraie altération de la qualité de vie. C'est-à-dire que les patients ont des douleurs importantes, ont des suintements, ont des saignements, et malgré tout, ils ont une espérance de vie qui reste de plusieurs mois, plusieurs années, dans ce cadre de maladie métastatique. Et donc, la chirurgie, dans ce cas-là, a aussi, à mon sens, mais ça c'est ouvert à débat, a un sens dans la visée de qualité de vie. C'est-à-dire qu'on va opérer le patient, c'est pas pour le guérir, même si le terme de guérison, on fait attention dans ces situations métastatiques, mais c'est vraiment dans le but d'améliorer la qualité de vie du patient, parce que il faut être clair là-dessus, un cancer du rectum qu'on laisse en place, qui va évoluer, c'est
à l'origine d'une altération de la qualité de vie pour les patients et d'une fin de vie qui peut être compliquée dans le cadre de cette maladie métastatique, puisque c'était votre question, la deuxième partie de votre question. Oui. Merci beaucoup. Docteur Fayat, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, je crois que ça a été tout bien détaillé sur la chimiothérapie, la place de la chimiothérapie. Hein. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est clairement dans une approche multidisciplinaire. On fait de la chimiothérapie, on fait de la radiothérapie, on intervient avec de la chirurgie à tous les stades. Je crois que c'est ça qu'il faut souligner, la prise en charge des cancers. C'est plus un seul professionnel isolé qui va pouvoir l'assurer. Merci. Alors maintenant, je m'adresse à tous les deux. Est-ce qu'on peut éviter un cancer colorectal? Comment? Quel est le rôle et quelle est l'importance de la prévention? Et puis aussi, comment se situe la France par rapport à d'autres pays en termes de prévention? Alors, pour essayer de Je vous laisse répondre, répondre. et éviter le cancer colorectal, c'est difficile. C'est une maladie, vous l'avez dit au début, qui est extrêmement fréquente, aussi bien chez l'homme que chez la femme. On connaît des facteurs de risque. Les facteurs de risque sont des facteurs alimentaires. On sait que de manger plusieurs fruits et légumes par jour, alors il y a quelques années, on était à 10 fruits et légumes par jour. C'est juste très compliqué de manger 10 fruits et légumes par jour. C'est des portions de fruits et légumes. Donc, on est revenu à des données un peu plus modestes avec 5 portions de fruits et légumes par jour. Essayer de diminuer les apports de graisse, en particulier de graisse animale. On sait bien que les excès de viande, en particulier la viande rouge, exposent plus au cancer colorectal. C'est une maladie qui est par exemple plus fréquente aux États-Unis. Après, je dirais que souvent les études peuvent être un petit peu caricaturales et avec une hygiène de vie normale en mangeant une alimentation sans excès, avec quand même beaucoup de fruits et légumes, des fibres, on met au maximum de chances de son côté. C'est compliqué. On ne peut pas dire, à mon sens, avec simplement un régime alimentaire, vous n'aurez pas de cancer colorectal. C'est pour ça que la place est très importante au dépistage. Ensuite, il y a les cancers qui sont des formes génétiques. Les formes génétiques, donc, qui sont à transmission, qui heureusement sont assez rares, où là, les choses sont différentes. On a par exemple la adénomatose familiale, donc c'est le côlon avec plein de polypes. Vous avez ce qu'on appelle les syndromes de Lynch, qui sont des maladies héréditaires. Donc en général, quand il y a des cas qui surviennent nombreux dans la famille, chez des patients plutôt jeunes, ça oriente, et aujourd'hui, on est capable de faire du conseil génétique pour rechercher ces mutations et ensuite assurer une surveillance. Et dans ces cas-là, pour éviter le cancer colorectal, je dirais, on a tendance à être un petit peu radical, c'est-à-dire que c'est des chirurgies qui sont préventives. Donc, en pratique, on ne peut pas dire qu'on évite l'apparition du cancer, on supprime le côlon pour pas qu'il y ait de cancer. Et c'est un peu la même situation dans les maladies inflammatoires de l'intestin, où il y a un risque augmenté de cancer colorectal, et donc là, des surveillances plus importantes. Merci beaucoup. Oui, Effectivement, avant de vous passer la parole, professeur Denos, c'est oui. vrai que les facteurs génétiques sont régulièrement cités quand même dans le cadre du cancer colorectal. Donc, ce que je comprends, comment est-ce qu'on peut dépister? C'est le médecin généraliste ou c'est là encore un gastro-entérologue enfin, une famille concernée ou Ah non, non, qui va-t-elle voir? c'est de l'oncogénétique. C'est de l'oncogénétique parce qu'il faut clairement expliquer les choses. Il y a un impact qui est extrêmement important. C'est des mutations qui sont transmissibles. Donc, il faut avoir bien discuté avec le patient, bien comprendre ces notions de transmission, parce que les gens souvent viennent vous voir pour eux, mais aussi pour leurs enfants et leur entourage. Donc, c'est des oncogénéticiens. Il y a d'abord eu une enquête familiale sur la recherche des cas familiaux qui orientent vers une suspicion. Et ensuite, il y a des analyses génétiques qui sont faites.
les analyses génétiques, on ne peut pas les faire comme ça n'importe comment parce qu'on travaille sur les gènes, ça a des impacts importants sur la famille. Il faut avoir un conseil important et l'avoir expliqué. Donc, le médecin généraliste peut orienter. En général, c'est plus au moment du diagnostic d'un cancer qu'on pose les questions et qu'on oriente le patient en oncogénétique. C'est le plus souvent la porte d'entrée, celle-ci. D'accord. Et donc, c'est le médecin généraliste qui va orienter la famille. Oui, ou les chirurgiens ou les oncologues médicaux au moment du diagnostic qui est mis en évidence. Très, très bien. Et professeur Denost, alors est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la partie prévention, dépistage, et puis peut-être nous dire comment se situe la France par rapport à d'autres pays? Oui, alors sur la partie prévention, je suis bien d'accord avec le docteur Fayette que c'est très difficile de prévenir ou d'éviter l'apparition, à part dans des pathologies connues où on enlève, on supprime l'organe, et effectivement, c'est de cette façon qu'on évite l'apparition d'un cancer. En revanche, quand même, aujourd'hui, on a des facteurs alors, qui sont multiples. Il y a les facteurs environnementaux, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, le profil et la démographie des cancers colorectaux a changé. On sait qu'alors principalement pour le cancer du rectum en plus, c'est-à-dire que en 2010, en gros, 10% des patients avec cancer du rectum avaient moins de 50 ans. La projection pour 2030, c'est que 22% des patients avec cancer du rectum auront moins de 50 ans. Et aujourd'hui, on le voit, alors soit parce que notre connaissance en génétique n'est pas encore suffisante, ce ne sont pas forcément des patients avec des polyadémateuses ou avec des syndromes de Lynch, c'est des cas sporadiques, ou alors des maladies génétiques que l'on ne connaît pas encore, ou des prétypes. Et donc, c'est très important parce que aujourd'hui, le diagnostic d'un cancer colorectal chez un jeune de moins de 50 ans et a fortiori de moins de 40 ans, eh ben, il se fera après, c'est la moyenne, hein, c'est ce qui est publié, 3 à 4 consultations, avec forcément un retard au diagnostic. Et des stades qui, quand ils arrivent pour la prise en charge thérapeutique, eh ben, des stades qui sont bien entendu plus avancés. Donc ça, c'est très important. C'est aujourd'hui, quand je disais tout à l'heure, le premier symptôme, c'est le saignement et ou le déséquilibre en gros du transit, une modification de transit, doivent pousser à la réalisation d'une endoscopie, à la recherche d'une lésion qui doit être biopsiée. C'est vraiment important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vous disais, on met ça sur le compte d'une pathologie hémorroïdaire, un patient de 38 ou une patiente de 39 ans qui va avoir des saignements, clairement, on va lui traiter des hémorroïdes pendant 6 mois pour se rendre compte au bout de 6 mois, on va faire une endoscopie et on a perdu 6 mois. Et donc aujourd'hui, on sait qu'il y a cette évolution démographique. On est un peu en retard, vous me demandez quelle est la position de la France, on est un peu en retard en France aujourd'hui. Les États-Unis, on sait qu'en France, c'est 50 ans l'âge du dépistage où chacun reçoit son test fécal. Aux États-Unis, c'est passé à 45 ans. C'est passé à 45 ans et ils discutent éventuellement de passer à 40 ans. Aujourd'hui, clairement en France, oui, et je pense qu'il y a un message qui doit être passé auprès des autorités sanitaires, c'est que au vu des données démographiques, dans les années qui viennent, il va falloir avancer l'âge du dépistage, et on le voit très bien dans nos prises en charge et dans nos RCP, on a de plus en plus de patients jeunes avec des diagnostics précoces, donc vraiment ne pas minimiser des symptômes, mais aller assez facilement à l'endoscopie pour ne pas passer à côté de cancer chez des patients qui sont jeunes et qui, s'ils sont pris en charge rapidement, eh bien, on a quand même, c'est un cancer, il faut rester sur cette note-là, c'est un cancer dont on peut guérir, quoi, hein, c'est-à-dire qu'on a les armes thérapeutiques pour avoir un taux de guérison et un taux de survie sans récidive qui est important, qui fait partie des meilleurs en cancérologie. Enfin, j'espère que le docteur Fayet ne va pas me contredire là-dessus. Du tout. Voilà, c'est le mot que je voulais rajouter effectivement sur la prévention et le dépistage. Merci beaucoup. Moi, j'avais lu que l'usage en fait du dépistage du test fécal était de 37% en France, donc c'est assez peu. C'est que non seulement il faudrait avancer l'âge de prise en charge de ces tests, mais aussi faire en sorte qu'il y ait un taux d'usage beaucoup plus important. C'est évident que
la compliance, en gros, à ce dépistage, qui est un dépistage de masse, hein, à partir de 50 ans, eh bien, est très mauvais en France. Hein, c'est ça, on est en dessous de 40%, alors que d'autres pays, et notamment les pays nordiques, sont à des taux de plus de 70%. Donc, non seulement, probablement qu'on commence un petit peu trop tard, et en plus, on peut dire que probablement les Français ne sont pas des très bons élèves sur ce dépistage-là. Beaucoup moins bon, il me semble, mais j'ai pas les chiffres en tête, que le dépistage du cancer du sein, par exemple. Peut-être qu'il faut aussi garder à l'esprit que le cancer colorectal, ça reste un peu tabou, ça reste voilà, du domaine un peu dans la psychologie générale de ce qui peut être sale ou de ce qui peut être... voilà, il faut arriver à démocratiser ces thèses de dépistage. C'est vraiment aussi un message important et c'est aussi le message que doit porter le type de webinar que vous organisez et auquel on participe ce soir. Complètement. Merci beaucoup. On va passer maintenant la parole à nos internautes. Bonsoir à tous. On a reçu de nombreux messages sur le chat pendant le webinaire, pendant que vous discutiez. Je vous propose de commencer avec une question sur le diagnostic. Plusieurs personnes nous ont demandé pourquoi le diagnostic n'était plus fait après 74 ans. C'est une bonne question parce qu'on a parlé de l'âge jeune, de plus en plus jeune, de diagnostic des cancers colorectaux, mais ça reste aussi une maladie qui apparaît après 74 ans. Je crois qu'on est un petit peu dans des termes de santé publique et on considère que, je pense que ça a été un petit peu un copier-coller qui a été fait sur le diagnostic des cancers du sein. Cancer du sein, on a dit 50 à 74 ans parce que clairement, au-delà de 74 ans, l'intérêt du dépistage diminue et avant 50 ans, les seins étant très denses, c'est compliqué d'avoir des mammographies de qualité. Je crois qu'on a fait clairement un copier-coller et qu'ensuite, en fonction du nombre de diagnostics, c'est sans doute des questions qui sont à reposer aux autorités pour étendre le dépistage. On vient de dire plus jeune, mais probablement plus vieux. Moi, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on doit pouvoir rechercher le sang occulte dans les selles, probablement au-delà de 75 ans. Alors, je rebondis toujours sur la même thématique. À quel âge commencer le dépistage? Alors, classiquement, c'est toujours pareil. Le problème d'un dépistage, à mon sens, c'est le faux négatif. Il faut faire très attention parce qu'un faux négatif va vous rassurer. Vous avez la maladie et on vous dit que vous ne l'avez pas. Donc, il faut que l'examen soit fiable. Après, le problème des faux positifs, c'est que le dépistage n'est pas un diagnostic, mais on vous dit il y a du sang occulte dans les selles. Bien sûr, le dépistage n'a d'intérêt qu'en l'absence de symptômes. Quand il y a des saignements qui sont mis en évidence, on n'est plus dans le dépistage. Là, il faut consulter pour discuter une coloscopie. Quand vous recevez le test positif du dépistage, ça signifie une coloscopie. La coloscopie, c'est un examen et c'est peut-être pour ça aussi que l'adhésion est malheureusement pas suffisante au dépistage. C'est un examen qui peut faire peur, la coloscopie. Ça demande une préparation, c'est pas dénué de complications. Donc, c'est peut-être pour ça aussi. C'est en fonction, le choix de déterminer un dépistage, c'est en fonction des faux positifs, des faux négatifs et de la morbidité des tests de diagnostic ensuite qui peuvent avoir lieu. Merci. Un participant nous demande si le dépistage par hémoculte est fiable. Alors, les données qui ont été publiées montrent, il me semble que c'était une diminution de la mortalité de 15%. Donc, c'est pas non plus 100%. Je ne sais pas si on peut dire le mot fiable. Aujourd'hui, c'est le moins mauvais test qu'on ait. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Faire une coloscopie
En général, pour tout le monde, c'est très compliqué. Ce qu'on dit classiquement, c'est quand vous avez un cancer dans votre famille, il faut commencer un dépistage 5 ans auparavant la survenue du cancer. C'est-à-dire que si vous avez un parent qui a eu un cancer à 50 ans, il va falloir faire plutôt une coloscopie à 45 ans. Le dépistage par hémoculte, il n'a pas une fiabilité parfaite, mais aujourd'hui, c'est le moins mauvais qu'on ait et ça reste quand même un dépistage qui n'est pas invasif. Alors, c'est pas très simple de faire son test hémoculte, ça demande une certaine technicité, mais au-delà de ça, il n'y a pas de risque à faire le test. Donc, moi, je recommande ce test en attendant des tests plus parfaits. Merci. Alors, une question peut-être plus pour le professeur Denost. Est-ce que ce cancer peut être opéré à tout âge en connaissance des conséquences qui peuvent être inhérentes à l'opération? On va surtout parler des comorbidités. C'est-à-dire que plus les patients avancent en âge, plus en général, ils ont de problèmes cardiaques, d'hypertension, pulmonaire. C'est surtout ça qui va potentiellement faire contre-indiquer la chirurgie. Très honnêtement, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, les progrès de l'anesthésie font que c'est exceptionnel. Enfin, je veux dire, dans des centres à haut volume, ça se compte sur même pas sur les doigts d'une main par an. C'est exceptionnel qu'on récuse des patients. Par contre, ce qui peut être discuté effectivement, c'est est-ce qu'on va faire un rétablissement de continuité, c'est-à-dire faire une préservation du sphincter ou faire une stomie définitive chez un patient âgé avec d'autres pathologies qui peuvent être un peu lourdes, de façon à diminuer le risque de complications post-opératoires. Ça, oui, ça peut être discuté. Mais aujourd'hui, les progrès de la chirurgie, les progrès de l'anesthésie font que, oui, on opère les patients, même à un âge, on opère des patients à 90 ans, ça pose pas de problème, à part si vraiment ils sont dans un état de santé général qui est très mauvais, mais vraiment, c'est exceptionnel. Merci. Un patient nous demande s'il y a un risque de développer un cancer colorectal lorsqu'on souffre déjà de rectocolite hémorragique depuis 20 ans. Est-ce que ça a un lien? Ça peut avoir un lien. Bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les rectocolites hémorragiques sont des maladies de l'intestin qui augmentent clairement le risque. Donc là, on n'est plus dans le test hémoculte. De toute façon, il y a des saignements. On n'est pas dans du segment occulte. Oui, le risque est augmenté. Oui, les coloscopies sont nécessaires. Et oui, il peut se discuter, mais il faut en discuter clairement avec son gastro-entérologue, le chirurgien, des colectomies préventives. Merci. On a reçu quelques questions aussi sur les thérapies, et notamment les nouvelles thérapies par immunostimulation. Un patient demande si elles fonctionnent avec le cancer colorectal. Alors, la réponse est oui. La réponse est oui. On a alors l'immunothérapie dans les cancers colorectaux, ça marche, on va dire, je pense à peu près 10%. 10% de la population, c'est des maladies qu'on appelle MSI en anglais pour une instabilité importante et qui crée de nombreuses mutations et qui crée donc de nombreux antigènes et qui font que la cellule tumorale va pouvoir être reconnue comme étrangère par le système immunitaire. Quand vous êtes dans cette situation, donc à peu près 10% de la population, le traitement est de l'immunothérapie. En monothérapie, l'intérêt, il est double. Il est d'abord en termes de tolérance, je dirais, il n'y a pas photo entre la chimiothérapie et l'immunothérapie où on a une excellente tolérance et on a une efficacité qui est extrêmement forte de l'immunothérapie. Alors, ce n'est pas du 100% non plus, mais on a une très grande efficacité et une efficacité durable. Et ce que disait le professeur Denost tout à l'heure, sur l'immunothérapie, il y a quelques essais qui ont été menés pour les cancers du rectum, par exemple, localement avancés, où on peut, en cas de situation MSI, proposer une immunothérapie seule avec des réponses qui sont exceptionnelles et des réponses complètes, et ce qui permet d'éviter la chirurgie. Donc l'immunothérapie, oui, pour une population qui est restreinte, qui nécessite une analyse immunohistochimique de la tumeur pour savoir si on est éligible. Mais aujourd'hui, en France, pour tout patient
avec un cancer colorectal, on a cette recherche de sensibilité à l'immunothérapie. Merci. Alors, j'espère ne pas écorcher le mot. Un patient nous demande s'il est risqué de faire une coloscopie lorsqu'on a un dolichocolon. Dolichocolon. Dolichocolon, pardon. Moi, Alors, les risques de la non, le risque, alors, non, le risque de la coloscopie, mais c'est expliqué par le gastro-entérologue, il y a un risque de perforation, mais qui est pareil sur le nombre de coloscopies réalisées en France. Il y a pas, en fait, il faut partir du principe qu'il n'y a pas de geste sans risque. Le risque zéro n'existe pas à partir du moment où on fait un geste. Et donc, le risque de la coloscopie, c'est effectivement qu'il y ait une perforation du côlon. Il ne me semble pas que le dolichocolon soit un sur-risque de perforation. J'avoue que j'ai pas les chiffres en tête et un gastro-entérologue aurait peut-être endoscopiste aurait peut-être pu plus répondre, mais il me semble pas. Merci beaucoup. Alors, on a eu beaucoup de questions dans le chat, donc je continue. Que pensez-vous du coloscanner, apparemment réservé plutôt aux patients immunodéprimés? Alors, le coloscanner, ça fait beaucoup de bruit. Au début des années 2000, il y avait eu des articles qui avaient été publiés. Ça avait fait un grand article dans le New England Journal of Medicine, donc qui est le plus grand journal de médecine, et qui avait été fait une étude comparée à la coloscopie qui montrait même une diminution de la mortalité, parce qu'en plus de découvrir des cancers du côlon, on pouvait découvrir d'autres cancers occultes, comme par exemple le cancer du rein. Et puis finalement, ça ne s'est pas réellement imposé, parce que finalement, quand on regarde la critique qui était faite à la coloscopie, c'était de dire oui, il faut une préparation, ça peut faire mal. Et quand on regarde le coloscanner, finalement, c'est un peu la même chose. Il faut injecter de l'air, donc il y a des douleurs, et au final, ça ne s'est pas réellement imposé. La coloscopie permet quand même de faire des biopsies que ne permet pas de faire le scanner. Donc, ça ne s'est pas réellement imposé parce qu'au final, il n'y a pas eu tellement de démonstration de supériorité. Merci beaucoup. Alors, on a eu aussi beaucoup de questions sur la récidive et comment éviter un risque de récidive après un cancer colorectal. Est-ce qu'il y a des indications à suivre, peut-être sur l'alimentation? Alors, déjà, pour éviter le premier risque de récidive, c'est de faire la chimiothérapie adjuvante quand il y a des indications. Parce qu'on sait clairement, par exemple, quand vous avez un envahissement ganglionnaire et que vous ne faites pas de chimiothérapie, le risque de récidive, il est aux alentours de, ça doit être au moins à peu près 50%. Et si vous faites une chimiothérapie, ce risque tombe à 25%. Donc, suivre les traitements proposés, si on les propose, ce n'est pas pour embêter les gens, c'est vraiment parce qu'il y a un bénéfice qui a été démontré. Il y a bien à faire le suivi régulier, faire la coloscopie de contrôle, continuer les coloscopies, parce qu'après un scanner, un cancer, on n'est plus dans un test de dépistage avec hémoculte. Il faut faire la coloscopie 1 an après et ensuite régulièrement. Donc, je dirais, c'est bien se plier au suivi. C'est essentiellement ça. Après, sur le plan alimentaire, je ne suis pas sûr qu'il y ait réellement des démonstrations qu'on puisse agir pour diminuer les risques de récidive. Merci. Alors là, on a une question un petit peu plus personnelle que je vais lire. Mes deux parents ont un cancer colorectal. Quelles analyses génétiques faut-il faire? Faut-il faire en systématique tous les 3 ans une coloscopie, sachant que le spécialiste enlève à chaque fois des polypes? Alors, c'est une question très spécialisée qui serait plus pour le coup pour un endoscopiste. Je dirais que quand alors le cancer du côlon, les cancers en général et le cancer du côlon sont des maladies fréquentes. Donc, il y a sans doute un conseil génétique à avoir pour refaire l'arbre généalogique et voir s'il y a une probabilité
de cancers génétiques, donc à transmission, pour faire ces recherches éventuellement et adapter la surveillance. Après, comme je disais, en général, on fait la première coloscopie 5 ans avant le premier cas contact, le premier cas dans la famille. Et ensuite, c'est vrai que si à chaque fois, il y a des polypes qui sont enlevés, je pense qu'il faut bien suivre la surveillance régulière selon les indications du gastro-entérologue. Donc, si là, on dit 3 ans, faut bien se plier aux 3 ans et qu'on ne peut pas, à mon sens, se permettre dans cette situation uniquement un suivi sur des tests hémocultes. Alors, ce soir, on a une professionnelle de santé qui est connectée et qui nous pose une question qui est peut-être plus difficile pour vous, professionnels de santé, c'est comment motiver les patients pour faire leur dépistage régulièrement. Je pense que la motivation, si vous voulez, c'est à partir du moment où vous dites aux patients que le cancer colorectal, c'est un cancer qui est traitable à partir du moment où il est pris, enfin, plus il est pris tôt, plus on a de chances de vous guérir. Alors, ça peut paraître une lapalissade, mais en fait, c'est l'argument qui doit motiver les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que dépister un cancer colique ou rectal à un stade précoce, rectal à un stade précoce, vous pouvez avoir une préservation d'organes et on peut vous guérir. Colique, on peut vous guérir. Donc, je pense que vraiment, motiver les patients, c'est leur dire, c'est en gros la chance de pouvoir diagnostiquer précocement si jamais il y a un cancer et il faut pas passer à côté. Donc, ce dépistage est gratuit. C'est un dépistage de masse à partir de 50 ans. On l'a dit, il faudrait sûrement l'avancer, voire même le reculer aussi. Mais, donc, c'est à mon sens, l'argument qu'il faut utiliser à présent. Je pense que, je ne sais pas si le docteur Fayette a d'autres arguments, c'est selon la psychologie des patients aussi. Et là, les médecins généralistes sont en première ligne puisqu'ils suivent les patients, ils les voient au quotidien, ils connaissent souvent la famille. Et donc, les arguments, forcément, doivent varier selon l'état d'esprit des patients. Oui, moi je pense qu'il faut expliquer clairement. Après, il faut faire On a dit que l'adhésion au dépistage du cancer du sein est forte. Et finalement, un test hémoculte, c'est pas douloureux. C'est moins compliqué, moins agressif qu'une mammographie. Donc, je pense qu'il faut peut-être dédramatiser les choses et en parler régulièrement à ces patients. C'est probablement via les médecins généralistes qu'on peut augmenter ce taux et éventuellement via dans les pharmacies mettre des informations, je ne sais pas, mais il faut expliquer sur le fait que c'est pas douloureux. C'est un petit peu technique, c'est un peu compliqué à faire mais après on prend l'habitude. Je pense, si je peux me permettre de rajouter, tout à l'heure, je disais, je pense qu'il y a une partie un peu taboue parce que on parle des selles, parce que et on peut faire un lien, si vous voulez, on parle beaucoup plus de l'incontinence urinaire que de l'incontinence fécale, qui est un tabou. Or, on sait qu'une grande partie de la population en souffre à partir d'un certain âge. Donc, il y a un tabou. Et après, c'est sûr que plus on en parle, plus on arrivera à lever le tabou. Ça passe par les médecins généralistes, mais pas que. Ça passe par des vraies campagnes, que par Mars Bleu, de notre système de santé et de nos autorités de santé pour vraiment casser ce tabou qui est moins présent dans les pays nordiques, par exemple, ou dans la mentalité anglo-saxonne. Merci. Je vous propose de terminer avec 2 questions. Et je commence avec celle-ci. Un patient immunodéprimé peut-il être traité par immunothérapie? Tout dépend de l'immunodépression. Si c'est une immunodépression médicamenteuse qu'on cherche, par exemple, post-greffe, la réponse est non. J'ai le cas d'un patient qui a été greffé pulmonaire. Malheureusement, je ne peux pas lui proposer de l'immunothérapie puisque je vais réactiver et entraîner un rejet. Après, si c'est une immunodépression sur une pathologie, j'aurais tendance à dire, pour le coup, il n'y a pas de contre-indication. Le problème, c'est que vous risquez d'avoir moins d'effets. Donc, il n'y a pas de danger pour le patient
d'essayer l'immunothérapie, mais si vous avez un système immunitaire qui est déficient, vous risquez d'avoir moins d'efficacité. C'est les seules choses qu'on peut dire à ce jour. Merci. Alors, je termine avec une question sur la prévention. On en a beaucoup parlé. On sait que c'est très important. Un patient nous demande si le sport est un moyen de prévention contre ce cancer en particulier, et un autre, à contrario, nous demande si l'embonpoint est un facteur aggravant. Eh ben, je crois que les deux réponses les réponses sont contenues dans les questions. L'activité physique a démontré un bienfait pour tous les cancers, pas que pour le cancer du côlon. On a plus de données dans les cancers du sein. On sait très bien qu'après cancer du sein, une activité physique va réduire le risque de récidive. À contrario, souvent l'embonpoint est aussi lié le surpoids, des excès alimentaires. Donc, j'ai dit au début que les excès de viande, de graisse en particulier animale, étaient un facteur de risque. Donc, oui, une activité sportive, c'est bon pour la prévention du cancer colorectal. Et il faut quand même insister, c'est bon aussi pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Donc, si on prévient, en voulant prévenir le cancer colorectal, la survenue des infarctus, je pense que le bénéfice est majeur. Merci. Je vous propose de nous arrêter là sur les questions parce qu'on en reçoit énormément et on pourrait y passer la soirée. Pauline, je te repasse la parole. Moi, j'ai quand même juste une dernière question avant de clôturer ce webinaire. On sait que voilà, la médecine fait beaucoup de progrès, fait des progrès en permanence, c'est très rapide. C'est quoi les grandes avancées de la recherche en ce moment et c'est quoi les innovations à venir? Je pense que allez-y, répondez sur le traitement médical. Sur le traitement médical, clairement, c'est l'immunothérapie, avec une déception, comme je vous disais, simplement aujourd'hui 10% des tumeurs sont éligibles. Le grand enjeu et la recherche, c'est d'essayer d'augmenter ce pourcentage, d'essayer de trouver des moyens de rendre ce qu'on appelle des tumeurs froides sur le plan immunitaire en tumeurs chaudes qui vont être sensibles au système immunitaire. Après, c'est la découverte des anomalies moléculaires. On met en évidence des anomalies moléculaires et on arrive à trouver des médicaments qui peuvent cibler. Alors, c'est vrai que dans le cancer colorectal, c'est encore un peu balbutiant par rapport au progrès qu'on a pu faire dans les cancers pulmonaires, mais il n'empêche qu'on avance et qu'en mettant en évidence ces anomalies, quand elles ont un rôle dans la biologie du cancer, on arrive petit à petit à mettre sur pied des traitements qui vont cibler spécifiquement ces anomalies moléculaires. Et ça, vous voyez ça à quelle échéance? L'augmentation de ce pourcentage de 10%, vous le voyez à quelle échéance? Là, c'est pas avant au moins 5 ans, je pense. Il y a beaucoup d'essais qui sont faits. C'est vrai que dans l'immunothérapie, il y a 3 tumeurs qui répondent pas bien à l'immunothérapie. C'est les 3 plus fréquentes que vous avez citées. C'est la grande majorité des cancers du sein, l'écrasante majorité des cancers colorectaux et les cancers de prostate. Voilà, c'est les 3 chez lesquels l'immunothérapie marche pas bien. Mais on ne désespère pas d'améliorer la situation. Je crois qu'il faut pousser la recherche pour essayer de comprendre pourquoi ces tumeurs ne répondent pas. Et peut-être que le jour où on aura compris pourquoi elles ne répondent pas, on arrivera à trouver le produit, le médicament qui pourra transformer en tumeurs qui répondent. Mais bon, très honnêtement, je ne le vois pas dans les 5 prochaines années. Mais après, j'espère me tromper. Merci. Après, je pense qu'on peut, oui, rajouter le fait quand même que les progrès, alors l'immunothérapie est un progrès majeur, mais que aujourd'hui on fait des progrès dans les stratégies proposées, dans les séquences thérapeutiques. Et on a un essai français l'année dernière à Prodige 23 qui a été publié, qui a montré que d'amener une chimiothérapie première suivie de la radiochimiothérapie, améliorer la survie des patients. Donc il y a des progrès qui sont faits en termes de stratégie et de séquences thérapeutiques.
dans l'amélioration de la survie des patients. Et puis après, d'un point de vue purement chirurgical, on a des progrès aussi qui sont faits sur nos abords chirurgicaux mini-invasifs, qu'ils soient laparoscopiques ou robotiques, avec des méthodes d'évaluation de la perfusion tissulaire qui nous permettent de diminuer les complications post-opératoires. Donc on a un ensemble, si vous voulez, de progrès qui sont faits, qui font que, la stratégie améliore la survie des patients et que quand on a besoin de la chirurgie, eh bien, les progrès chirurgicaux aujourd'hui font qu'on a un impact beaucoup moins important sur le corps des patients et donc une récupération post-opératoire beaucoup plus rapide. Merci beaucoup. Je vous propose de conclure. Merci encore à tous les deux pour ce webinaire passionnant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Merci à tous pour votre participation nombreuse. Merci à toute l'équipe Deuxième Avis qui a organisé ce webinaire.